Voilà, donc moi je suis la prof principale de la classe numérique et je vais vous parler rapidement en introduction du dispositif 10, donc, qui est encadré par une charte qu'a signée l'établissement et qui accorde une attention toute particulière aux élèves dyslexiques de l'établissement. Donc qu'est-ce que c'est qu'une classe 10? Une classe 10, c'est une classe dans laquelle il y a un tiers d'élèves qui est concerné par ce qu'on appelle un trouble spécifique des apprentissages. Donc en général, chez nous, c'est de la dyslexie, mais on se retrouve aussi avec des élèves qui ont ce qu'on appelle des troubles logico-mathématiques dans cette classe, et on essaye du coup de leur accorder une attention toute particulière. Ça ne concerne qu'un tiers des élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les deux tiers restants, ce sont des élèves lambda, et on essaye de mettre dans ces classes-là une bonne tête de classe qui puisse justement être motrice dans la pédagogie qu'on met en œuvre. Les programmes sont inchangés, puisque c'est une classe normale, et puis on essaie d'avoir des professeurs qui sont formés, parce que évidemment c'est difficile d'enseigner à un public un peu particulier si on n'a pas la formation qui le permet. Il faut savoir que les dyslexiques représentent quand même 5 à 6%, et c'est scientifiquement avéré, de la population des élèves. Donc ça fait presque un élève sur 10, donc c'est non négligeable. Dans la classe actuelle, on a 21 élèves et il y en a 4 qui sont diagnostiqués, 3 en attente de diagnostic. Alors évidemment, ça nécessite un partenariat très très important avec les parents, puisque ce sont souvent les parents les premiers à nous informer du trouble des élèves. Alors le statut de REP+, fait souvent que ce sont les enseignants du primaire qui le font, et puis c'est nous qui prenons contact avec les parents, mais c'est vrai que c'est eux qui sont en général le plus au fait de ce qu'il faut mettre en place pour leurs élèves, leurs enfants. Donc ils prennent contact avec le service médical de l'établissement, l'infirmière et le médecin scolaire quand on a la chance d'en avoir un et qui a la chance de pouvoir se pencher sur le cas de chacun des élèves. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup en partenariat avec l'infirmière du collège, qui elle-même se met en rapport avec les praticiens, donc orthophonistes, psychologues, ergothérapeutes en fonction de la sévérité du trouble. Et puis le service médical, en rapport avec le praticien, va nous faire un bilan pédagogique et nous permettre de savoir à nous, professeurs, ce qu'on peut mettre en place, donc l'équipe pédagogique de la classe, pour aider l'élève en question. Donc pour chacun des élèves concernés, on a un protocole qui est mis en place en accord avec les parents, le médecin scolaire et l'équipe pédagogique. Qu'est-ce que ça a comme impact sur les apprentissages et la pédagogie mise en place en classe, et surtout quel est l'apport du numérique par rapport aux difficultés qu'ont ces élèves-là? Donc il faut savoir qu'un élève dyslexique a de gros problèmes de lecture, et que le numérique va lui permettre de pallier certaines difficultés et éviter justement ce que j'appelais la double tâche, c'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on veut évaluer l'élève. Est-ce qu'on veut l'évaluer sur sa capacité à raisonner, à calculer quelque chose, ou est-ce qu'on veut l'évaluer sur sa capacité à lire? En évaluant un dyslexique, on ne fait que l'évaluer sur sa capacité à lire si on ne lui donne pas des manières justement de compenser ça. Donc le numérique va l'aider à plusieurs niveaux. Donc déjà, on va avoir le traitement de texte grâce à l'aspect bureautique de l'outil qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc on va passer par l'image, on va avoir un certain nombre de pictogrammes qu'on pourra leur mettre à disposition sur des sujets classiques d'évaluation, des pictogrammes qui permettent de faire appel à des consignes qu'ils ont l'habitude d'exercer. Vous allez avoir aussi des fichiers sons qu'on peut intégrer assez facilement, qui vont leur lire la consigne à l'aide d'écouteurs, puisque ce sont des élèves qui sont en difficulté de lecture. On passe de toute façon toujours par la lecture, mais l'outil numérique nous permet d'individualiser vraiment. De ce côté-là, on a aussi mis en place des diaporamas sonorisés dans le cadre de la pédagogie inversée. On reviendra dessus tout à l'heure si on a le temps. Et qui évite là aussi la double tâche, puisque les élèves peuvent écouter le contenu magistral en amont ou pendant ou après les cours, et autant de fois qu'ils le souhaitent. Et puis on a des applications aussi qui sont disponibles sur les tablettes, et des applications de remédiation ou liées au manuel interactif qui permettent aussi d'accéder à tout ce qui est sonorisé, audio. Tout comme l'accès Internet permet d'accéder à des sites comme des sites qui mettent à disposition des livres qui sont lus. C'est ce qu'on appelle la littérature audio. Et il y a des sites sur lesquels il y a des livres qui sont lus, notamment tout ce qui est dans le domaine public. Et donc là aussi, c'est vraiment intéressant pour les élèves. Quand il y a des œuvres classiques à lire, ils ont accès directement via Internet à ces œuvres-là. Donc, en ce qui concerne les troubles de l'écriture, puisque ce sont des élèves qui cumulent souvent les problèmes de dyslexie avec de la dysgraphie, ils ont donc des problèmes pour écrire correctement, donc orthographier correctement aussi, puisque souvent un dyslexique est dysorthographique
par nature. Donc là aussi, on va avoir un accès simplifié sans manipulation excessive à des dictionnaires, à des boîtes à mots quand on fait une rédaction, par exemple. Quand je fais une rédaction, je fais un trésor de mots sur lequel ils peuvent se rendre très facilement sur leur bureau, hein, et puis donc du coup, ils ont du vocabulaire sans avoir à le chercher. Ensuite, on peut avoir aussi ce qu'on appelle un logiciel à commande vocale. Donc on ne le fait pas pour les petits, mais on commence à l'apprendre aux grands. Donc il suffit juste, donc c'est de la dictée vocale, il suffit de dicter et l'ordinateur écrit à la place de l'élève. Donc ça nous permet à la fois donc, de pallier la difficulté, mais aussi de les former à ce genre d'outils pour ceux qui se destinent à des études longues, qui sera, grâce au numérique, justement facilité, hein, puisqu'ils vont pouvoir écrire en parlant. Ce qui est quand même très 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 intéressant pour eux. Puis on a le traitement texte qui évite aussi les ratures, les problèmes qu'ils ont au boulot quand ils écrivent, hein, et puis la lenteur de l'acte d'écriture aussi, même si ça nécessite là aussi la formation au clavier, hein, d'où l'intérêt aussi de l'outil hybride. Et puis il y a le correcteur orthographique auquel il faut aussi les former. Voilà, donc en termes de pédagogie différenciée, on essaie de mettre un certain nombre de choses en place pour individualiser les parcours. Donc ici on a l'utilisation d'applications de remédiation, comme d'école par exemple, qui sont des applications qui sont installées sur les tablettes des élèves. Donc ça c'est vrai que c'est un outil intéressant parce qu'il permet d'individualiser les parcours, de donner des exercices précis à des élèves en fonction des compétences qui leur posent problème ou pas. Donc ça permet aussi de leur mettre à disposition des documents d'aide, c'est-à-dire que sur chaque bureau des élèves, puisque les tablettes sont attribuées à des élèves, on va mettre sur leur bureau des documents d'aide qui leur sont dédiés en fonction du protocole qui a été mis en place et des difficultés qu'ils ont. Donc quand l'orthophoniste a dit il faudrait faire ça, eh bien on fait ça et on va mettre à leur disposition des documents d'aide, que ce soit les tableaux de multiplication en mathématiques, des aides, des fiches d'autocorrection en français, des conjugaisons des auxiliaires, des choses comme ça qui sont accessibles sur leur bureau très facilement. Donc ça c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis vous avez aussi, donc toujours dans la perspective de la pédagogie différenciée, Moodle qui permet d'individualiser les parcours et donc de proposer un certain nombre de documents à des élèves en fonction d'un groupe de... On peut faire des groupes de niveau et ça aussi c'est vraiment intéressant, on peut faire des parcours différents en fonction du niveau des élèves. Et on se rend compte du coup en mettant ça en œuvre que le professeur devient plutôt un soutien un peu partout dans la classe, hein, c'est ce qu'on a vu notamment hier pendant cette heure où on a fait exclusivement du numérique. Hein, il va aller voir quel est le souci que rencontre l'un élève ou l'autre élève, plutôt que d'être en enseignement magistral, comme ça a été souvent le cas jusque-là. Donc là on va vous présenter un petit peu toutes les activités qu'on a mises en œuvre, mais on précise bien que ça a commencé en janvier, donc c'est encore balbutiant. Donc ce qu'on va vous montrer, on expérimente aussi, donc il y a des choses dont on est content, d'autres un peu moins, donc on n'hésitera pas à le dire. Donc on va vous présenter ce qu'on a fait sur Moodle, donc je ne sais pas si tout le monde connaît Moodle. Donc c'est une interface qui permet de mettre des cours en ligne avec des parcours personnels. Donc il y a les QCM autocorrigés, on peut aussi faire des collectes de devoirs, on peut organiser des choses un peu plus ludiques, il y a moyen de faire des mots croisés, de faire des tas de choses qui leur parlent, et puis bon, tout ça finalement c'est un peu les bases de la pédagogie inversée, hein, sur laquelle on a commencé à travailler dès l'année passée. De la même façon, on peut mettre en place des wikis, hein, donc les wikis c'est un espace collaboratif dans lequel les élèves peuvent réaliser un travail d'écriture à plusieurs. Voilà. Les élèves se familiarisent assez rapidement avec l'utilisation de Moodle en lien direct avec leur espace numérique de travail sur Antea. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on vous a parlé de l'accès permanent, enfin, du moins, on vous a parlé de la pédagogie inversée, et ces cours-là restent disponibles dans leur espace de cours. Donc après, ils ont accès autant de fois que nécessaire à ces cours-là. Pour ceux qui ont une mémoire auditive, par exemple, ou visuelle, hein, c'est le cas des 10 notamment, qui, eux, ont des difficultés avec l'écrit, ils peuvent aller autant de fois écouter cette vidéo qu'ils le souhaitent. Donc ça aussi c'est vrai que du coup c'est intéressant. Donc on va utiliser Folio, c'est le site dont je vous ai parlé tout à l'heure. Après on n'a pas beaucoup de recul non plus, hein, puisque comme dit ces vidéos là, sont mises en ligne depuis peu, mais je sais que l'année dernière avec mes troisièmes j'ai fait de la pédagogie inversée sur la poésie engagée, et qu'avant le brevet ils ont encore regardé les vidéos. Hein, voilà, après ça doit dépendre de plein de choses, de l'accès qu'ils ont au numérique aussi, enfin une connexion et ainsi de suite. Voilà.
Ensuite, donc la mise à disposition de fichiers d'aide, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que je fais aussi quand je ne fais pas de cours purement numérique, c'est-à-dire quand tous les élèves n'ont pas de tablette, on va désigner 2 élèves responsables tablette pour le cours, qui vont avoir les tablettes. Et puis par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de l'analyse de l'affiche du Printemps des Poètes, et ben, il y avait Arthur Rimbaud. Ah bah tiens, c'est qui Arthur Rimbaud? Bah tiens, on va chercher qui est Arthur Rimbaud. Et il cherche, et puis après, ben, on met en ligne ce qu'il a trouvé, et puis on dit est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça l'est pas, puisque bon, en tant qu'enseignant maintenant, on commence quand même vraiment ils ont le savoir à portée de clic, donc c'est vraiment à nous maintenant de les guider justement sur les sites pour leur dire, ah bah, celui-là il est bien, ça c'est pertinent, cette recherche-là que tu as faite, elle est intéressante. Ah oui, Wikipédia, ok, mais tu comprends pas un mot sur 2, alors comment est-ce qu'on peut trouver quelque chose qui est plus proche de ce dont toi tu as besoin et qui pourrait permettre à tes camarades de comprendre. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est intéressant et le fait d'avoir les tablettes à portée de main le permet vraiment. Ensuite, on utilise des applications de remédiation. Donc là, on est sur Windows, il y a iTouch, voilà, pareil, je ne suis pas encore très au fait, mais voilà, il y a des tas de choses qui sont possibles. Et c'est vrai qu'ils le seront encore plus quand ils auront l'occasion, s'ils ont l'opportunité d'emmener les tablettes chez eux. Ensuite, il y a des tas d'accès à des sites dédiés. Donc il y a GeoGebra, par exemple, en mathématiques. Le CCDMD, c'est un site québécois d'exercices interactifs de langue française qui sont très intéressants. La BOMEP aussi en mathématiques, voilà. Donc ça, c'est toutes les ressources en ligne qu'ils ont, auxquelles ils ont accès. Et puis, on peut utiliser aussi le manuel numérique, donc ça aussi, c'est intéressant. Alors pour l'instant, on n'a pas de version payante, mais je sais que même dans certaines versions payantes de manuel numérique, il y a possibilité de sonoriser les consignes ou les lectures de texte, qui est du Parménide pour les dyslexiques là aussi. Voilà. Ensuite, il y a tout l'aspect formatif à la bureautique, puisque du coup, ils travaillent sur le traitement de texte, donc ils se familiarisent avec ça, à la fois pour tout ce qui est rédactionnel, et puis aussi pour les collectes de documents. On les forme à la réalisation de diaporamas, parce que pour eux ça paraît insurmontable, mais finalement quand on leur montre en classe et qui font la démarche ensuite tout seuls, ils s'approprient très bien l'outil. Pourtant ce sont des 6e et c'est vrai que moi là j'ai fait des exposés sur Ulysse, et ils ont tout à fait été capables de... Alors évidemment, il faut les former par rapport aux images, livres de droit ou pas, mais ils sont tout à fait capables de faire des exposés avec 3-4 diapos et du coup de les mettre ensuite sur Folio. Et ils se rendent compte que c'est pas si compliqué que ça. Pour les tablettes par exemple, c'est quand même les élèves en ont très très souvent chez eux. Et c'est vrai que je pense que ce qui est le moins évident au départ, c'est qu'ils comprennent que l'outil, c'est pas juste un outil ludique de jeu. Parce qu'au départ, quand les tablettes, pour eux, c'est clairement lié au jeu. Il y a le temps d'adaptation entre le moment où ils comprennent que c'est pas que fait pour jouer et que on peut et le fait que ça peut être un réel outil de travail, ça prend du temps. Mais la formation à la bureautique, ça fait partie finalement de nos compétences. Voilà, ils apprennent aussi à utiliser le tableur Excel, donc tout ça c'est ce qu'on disait par rapport à l'aspect bureautique. Et puis là, récemment, on a fait un travail où on leur a fait utiliser l'appareil photo en classe. Ils avaient un dessin préparé qu'ils ont photographié et qui leur a permis d'illustrer un travail qu'ils avaient fait sur Folios. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est intéressant.